9h, le vol 96 décolle de l'aéroport de Détroit. Quelques minutes plus tard, l'appareil est déjà à 3500 mètres au-dessus de Windsor, au Canada. J'étais assise à ma place. Le signal ceinture de sécurité s'est éteint et je me suis dirigée vers le coin cuisine. C'était en pente puisque l'avion était encore en montée. C'est au moment où j'ai mis la machine à café en marche que c'est arrivé. Je suis tombée parce que l'avion s'est brusquement incliné comme ça. J'ai vu des choses tomber des compartiments à bagages, des choses s'envoler des poches des gens. Je me suis dit, c'est pas vrai. J'ai pensé que j'allais mourir. On a heurté quelque chose. On a un réacteur en moins. Dans le poste de pilotage, l'équipage tente de reprendre le contrôle de l'appareil. Les 3 leviers de poussée se sont remis en position neutre. L'énorme jet subit une perte de poussée et commence à perdre de la vitesse. Soudain, l'avion est descendu brutalement. Et j'ai reçu un morceau de l'appareil en plein visage. Mon mari cherchait une hôtesse pour me donner quelque chose à presser sur mon visage pour arrêter le saignement. Je reprends le manche. McCormick reprend les commandes. Whitney, lui, stabilise l'avion. Mais le DC-10 a été sérieusement endommagé. Le circuit hydraulique fonctionne? Non, le gouvernail est coincé. La gouverne de direction permettant de diriger l'appareil est bloquée à droite, forçant l'avion à virer dans cette direction. Alors que McCormick tente de retourner à Détroit, Cydia Smith découvre avec horreur un trou béant dans le plancher de la cabine passager. Les gens me demandaient quoi faire et je ne savais pas quoi leur dire. Cydia Smith recompte les passagers. La seule personne qui manque à l'appel est l'hôtesse Sandra McConnell. Sandra, tu m'entends? T'es où? Finalement, je l'ai vue sortir des toilettes. Sandra McConnell doit enjamber le trou pour rejoindre sa collègue. À chacun de ses pas, le plancher s'affaissait davantage. L'équipage remet les gaz, mais le 3e moteur, celui situé sur la queue, ne répond pas. Ici American Airlines, vol 96. On a une urgence. Bien reçu. Quel type d'urgence? Gouverne de direction bloquée. On doit descendre pour atterrir. McCormick a également des soucis avec les gouvernes de profondeur sur la queue de l'appareil, qui sont censées l'aider à soulever ou à baisser le nez de l'avion. Elles réagissent aux commandes, mais de façon anormalement lente. La situation n'est donc pas totalement désespérée. Je pense que ça va marcher. American 96, virez encore à droite, cap 200. Les gouvernes de profondeur étant endommagées et la direction bloquée, McCormick se sert des seuls moteurs pour diriger l'appareil.
En mettant les gaz d'un côté, il peut changer son cap. Mais cela prend du temps. Je n'ai plus de gouverne de direction. Nous allons devoir virer lentement et avec prudence. Tous les passagers s'éloignent le plus possible du trou dans le plancher. En dehors de Loretta Kaminski, il n'y a pas d'autres blessés graves. Commandant, il y a un trou à l'arrière de l'avion! Un trou? Oui! Qu'est-ce qu'on doit faire? Préparez-vous pour un atterrissage forcé. Le DC-10 est sérieusement endommagé. La vie des personnes à bord dépend maintenant de l'aptitude de Bryce McCormick à poser un avion qui peut tout juste voler. Ce vol court entre Détroit et Buffalo devient soudain, avec un réacteur en panne et une gouverne de direction bloquée, le vol le plus délicat de toute sa carrière. À l'approche de Détroit, McCormick commence à ralentir son avion. Mais l'appareil se met alors à chuter trop rapidement. Il devrait descendre de 210 mètres par minute. Or, il tombe 2 fois plus vite. 480 mètres par minute. Vitesse de descente? Vitesse de descente 480 mètres. À cette vitesse, McCormick s'écrasera bien avant la piste d'atterrissage. Il remet les gaz pour ralentir sa chute. Vitesse de descente 210 mètres. McCormick est obligé d'augmenter sa vitesse de vol et il atterrira donc beaucoup plus vite qu'en temps normal. Pour la première fois depuis le début de l'incident, le commandant s'adresse aux passagers. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Suite à un léger incident technique, nous retournons à Détroit pour un atterrissage d'urgence. Bryce McCormick était aussi calme que s'il nous souhaitait la bienvenue à bord de l'avion. À l'approche de l'aéroport, les hôtesses demandent aux passagers de retirer leurs chaussures et les bijoux dangereux. Ils ont ôté leurs chaussures, leurs lunettes. On a tout récupéré dans une couverture. Moins d'une demi-heure après son décollage, le DC-10 endommagé revient vers l'aéroport de Détroit. Le retour à Détroit a duré plusieurs minutes, les plus longues que j'ai jamais passées dans un avion. On pensait vraiment qu'on ne s'en sortirait pas. Le commandant Bryce McCormick doit remettre de nouveau les gaz pour soulever le nez de l'appareil avant d'atterrir. L'appareil dévie toujours vers la droite et arrive à très grande vitesse. Je ne pourrai pas le redresser une fois au sol. Le DC-10, avec 67 personnes à bord, arrive vers la piste à environ 300 km/h. Position d'urgence! L'atterrissage a été le moment le plus terrifiant du vol. En touchant le sol, l'appareil dévie sur la droite. Quand l'avion a atterri, on a eu l'impression que ça durait des heures. Un train d'atterrissage sort de la piste et roule sur l'herbe.
Après un atterrissage en catastrophe, l'avion s'immobilise à 300 mètres du bout de la piste. Ok. J'attends vos ordres pour couper les moteurs. Coupez les moteurs. Toutes les femmes voulaient le serrer dans leurs bras. Il avait été fantastique. On s'est rendu compte qu'on était tous vivants grâce à lui. Il nous avait sauvé la vie. En voyant ça, on se dit qu'il y a de bonnes et de mauvaises façons de piloter. Ce commandant a été extraordinaire. Il a utilisé tout son instinct de pilote et tout son sang-froid pour évaluer la situation. Une fois l'avion au sol, l'équipage inspecte les dégâts. Après l'évacuation, je suis retournée voir l'appareil avec le commandant. On a levé les yeux et on a vu cet énorme trou. C'était étrange. Rien n'indique que l'avion ait heurté quelque chose. Alors comment expliquer de tels dégâts sur l'appareil ? Le trou était tellement grand que s'il y avait eu des passagers assis à cet endroit-là, ils auraient été immédiatement éjectés de l'appareil. Tout le monde au début pensait à une bombe. Bien que l'accident ait été soudain, aucune trace de bombe n'est détectée. Les enquêteurs s'aperçoivent rapidement qu'il manque une partie de la cargaison du DC-10. Un cercueil transporté dans la soute de l'avion est découvert à 30 km de l'aéroport, près de Windsor, au Canada. Les enquêteurs retrouvent aussi la porte de la soute arrière. Les portes des avions ne sont pas censées se détacher en plein vol, et encore moins sur un appareil récent. En examinant les soutes de l'appareil, ils découvrent que la conception des portes présente des imperfections. La plupart des portes des gros porteurs s'ouvrent vers l'intérieur. D'ailleurs, elles sont légèrement plus grandes que les encadrements. Lors de la pressurisation, elles sont donc collées contre ces structures et extrêmement sûres. Mais sur les DC-10, McDonnell Douglas a conçu des portes à ouverture vers l'extérieur afin d'augmenter la capacité des soutes. Quand la porte est refermée, des crochets viennent se fixer sur le seuil de la porte. Pour la verrouiller, les bagagistes abaissent un levier qui fait coulisser des broches de sécurité qui bloquent ces crochets. Quand les enquêteurs examinent les soutes de l'appareil, ils ne voient aucun dégât structurel autour de la porte. En étudiant le système de verrouillage de cette porte, ils s'aperçoivent que les crochets ne sont pas totalement verrouillés. Et les broches qui doivent bloquer ces crochets ne sont pas en place. Quand on a interrogé le bagagiste qui a fermé cette porte, on a compris qu'il avait dû forcer pour la fermer. Il avait utilisé son genou pour affleurer la poignée de la porte. Les enquêteurs sont horrifiés de découvrir qu'il est possible d'abaisser le levier à l'extérieur de la porte, même quand les crochets et les broches de sécurité ne sont pas en place. Le journaliste Paul Eddy a enquêté sur l'histoire du DC-10.
Ce que l'accident de Windsor a prouvé, c'est qu'on pouvait abaisser le levier de la porte sans que les broches de sécurité soient engagées à fond. Les bagagistes pouvaient donc penser, à tort, que la porte était verrouillée. Qui plus est, le personnel navigant n'avait aucun moyen de savoir que les crochets n'étaient pas fermés. Les broches de sécurité, même si elles n'étaient pas bien en place, éteignaient malgré tout le voyant d'alarme. La porte était une bombe à retardement. Lorsqu'un gros porteur prend de l'altitude, la différence entre la pression à l'intérieur et à l'extérieur augmente. Si une porte n'est pas bien fermée, elle est violemment soufflée. L'accident sur le vol American Airlines s'est produit à 3500 mètres d'altitude. Quand la porte a explosé, le cercueil a été aspiré hors de l'appareil. Lorsque la décompression s'est produite en cabine, tout ce qui n'était pas bien attaché a été éjecté. C'est très impressionnant quand on ne s'y attend pas. Comme si tout l'air contenu dans l'appareil voulait s'en échapper tout à coup. Plus l'avion est gros et plus l'ouragan qui quitte l'avion est puissant. En soi, une décompression explosive ne rend pas un avion incontrôlable. Alors pourquoi le commandant McCormick a-t-il eu autant de mal à maîtriser son DC-10 ? Les enquêteurs examinent de plus près l'arrière de la cabine passager. Ils ont conclu que c'est la conception du DC-10 qui le rend plus vulnérable. Quand la porte s'est envolée, la pression contre le plancher de la cabine a été si forte qu'il s'est effondré dans le compartiment inférieur, endommageant d'importants câbles de commande de l'appareil. En s'affaissant, le plancher a sectionné des câbles contrôlant le réacteur numéro 2 et a détruit la plupart des câbles de commande de vol. Je pense que ça va marcher. Bryce McCormick peut tout juste maintenir la stabilité de l'appareil. Mais son habileté permettra de sauver toutes les personnes à bord de ce vol 96. Cependant, on s'aperçoit qu'un des appareils dernier cri qui survolent l'Amérique du Nord a un défaut. L'accident de Windsor a montré qu'il y avait un défaut. Le NTSB, en voyant que l'on pouvait abaisser le levier de la porte sans que les broches de sécurité soient engagées, a préconisé de changer immédiatement le système de verrouillage et d'en informer tous les opérateurs de DC-10. Vérifiez tout, inspectez tous les écrous. Chuck Miller est à la tête du NTSB, l'équivalent américain du Bureau d'enquête et d'analyse. Son devoir est de signaler les problèmes du nouveau DC-10 et de proposer des solutions. Il soumet ses conclusions à McDonnell Douglas pour améliorer la fiabilité des appareils. Chuck était très professionnel. Ses enquêteurs le respectaient énormément. Il ne restait pas derrière son bureau, il allait sur le terrain. Pour Chuck Miller, résoudre les problèmes du DC-10 est une question de fierté professionnelle. Pour McDonnell Douglas, l'accident au-dessus de Windsor a d'énormes incidences. Ils ont failli perdre leur pari d'1 milliard de dollars. Si un autre problème surgit, la compagnie risque gros. « 3 mars 1974. Une belle journée de printemps à Paris. Cela fait presque 2 ans que le DC-10 a failli s'écraser près de Windsor, au Canada. Plus de 50 appareils de ce type sont maintenant en circulation dans le monde entier. L'un d'entre eux, l'appareil numéro 29, est exploité par la compagnie Turkish Airlines.
En temps normal, la dernière étape du vol Istanbul-Paris-Londres ne transporterait que peu de passagers. Mais aujourd'hui, le DC-10 se remplit rapidement. Suite à une grève au sein d'une compagnie aérienne britannique, les voyageurs se ruent sur les vols à destination de Londres. Wendy Will fait partie de ces passagers de dernière minute. Mannequin, elle revient d'une séance de photos en Espagne. On était mariés depuis 18 mois et on voulait fonder une famille. Le secret de son succès, en tant que mannequin, ce n'était pas uniquement sa beauté. Elle était appréciée des photographes parce qu'elle était toujours agréable, gentille, de bonne humeur. En raison de l'embarquement de ces passagers supplémentaires, le vol prend un peu de retard. Il n'y a pas que dans le cockpit qu'on attend. À l'arrière de l'avion, le bagagiste Mohamed Mahmoudi se renseigne pour savoir s'il a d'autres bagages à charger. C'est tout. Vous êtes fini. Bien, j'ai l'affaire. Ensuite, Mohamed ferme la porte de la soute arrière. Le DC-10 peut maintenant partir. Peu après midi et demi, le vol THY 981 décolle d'Orly. Londres est à moins d'1 heure de vol. Tour de contrôle Paris, ici Tango Hotel Yankee 981, niveau 6-0. Demandons autorisation de monter jusqu'au niveau 230. Tango Hotel Yankee 981, autorisation de monter au niveau 230. 981, bien reçu. En s'éloignant de l'aéroport, le DC-10 prend de l'altitude. « 2700 mètres. 3000 mètres. 3300 mètres. L'appareil fait une brusque embardée et vire à gauche. Qu'est-ce qui se passe? La cabine a explosé. Vous êtes sûr? 16 secondes seulement après l'accident, l'équipage tente de contrôler l'appareil endommagé qui chute et prend de la vitesse. Redressez-le! Redressez l'appareil! Je peux pas! Il ne répond pas! Les passagers à l'arrière de l'appareil assistent à une scène épouvantable. 2 rangées de sièges ont disparu. À travers un énorme trou dans le plancher, la France leur apparaît vue du ciel. 2100 mètres! Circuit hydraulique, hors service! L'équipage s'aperçoit que les commandes de vol ne fonctionnent plus. Impossible d'orienter les gouvernes de direction ou de profondeur. Pourtant, l'appareil se stabilise. Mais il est trop descendu. On va percuter le sol! Vitesse! L'appareil vole à près de 800 km/h. Le vol Paris-Londres n'atteindra pas la Manche. 9 minutes après son décollage, l'avion de la Turkish Airlines s'écrase.
C'est alors l'accident aérien le plus meurtrier de l'histoire. À Londres, le vol est annoncé en retard. Les nouvelles de l'accident arrivent au compte-gouttes. Je suis allé au comptoir de la compagnie demander ce qui se passait. À l'expression du visage de l'employé, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème. Il ne reste quasiment rien de l'appareil. J'ai regardé la télévision et je me suis dit, j'espère qu'elle est morte. J'ai vu le carnage dans la forêt près de Senlis. J'avais l'impression de voir un film sur la Première Guerre mondiale. Le vol 981, avec 346 personnes à bord, s'est quasiment désintégré en touchant le sol. Il n'y a aucun survivant. C'était une vision d'apocalypse. Le sol était jonché d'objets personnels, de câbles électriques, de débris métalliques, de parties de corps déchiquetées. On avait peur de marcher sur des morceaux de corps humain. 33 ans plus tard, il m'arrive de faire des cauchemars. Des enquêteurs du bureau d'enquête et d'analyse sont rapidement sur les lieux. Ma mission était d'évaluer l'état de l'épave et de commencer l'enquête sur place. Au début, je n'avais aucune idée de ce qui avait pu se passer. Il était clair que le choc avait été brutal et que l'enquête serait difficile et longue. Malgré la violence de l'impact, les boîtes noires ont résisté. Leur contenu pourrait fournir des informations essentielles. Au départ, on pensait à un attentat. C'était un appareil récent, très puissant, et à 3300 mètres par beau temps, il est brusquement tombé. Les enquêteurs sont dépêchés dans un champ à 15 km des lieux du drame. Là, ils découvrent un morceau du fuselage et 2 rangées de sièges du DC-10. Ceux-ci sont donc tombés avant que l'appareil ne s'écrase dans la forêt. À l'arrivée des enquêteurs, les corps des passagers éjectés ont déjà été emportés. Lorsque les familles des victimes arrivent en France, elles sont conduites dans une petite église de Senlis. C'est une des choses les plus tristes que j'ai jamais vues. Tout ce qui avait été retrouvé était exposé là. Vêtements, objets personnels, ours en peluche, bagues, montres. Et les familles qui le désiraient pouvaient venir examiner ce qu'il y avait sur ces tables. On m'a remis un paquet avec l'alliance et la bague de fiançailles de ma femme. Vu leur état déplorable, vous imaginez tout ce qui a traversé mon esprit. Comme l'accident implique un appareil américain, Chuck Miller se joint à l'enquête. Pour la seconde fois en 2 ans, un DC-10 est concerné. À mon avis, Miller était persuadé que le défaut de la porte avait été corrigé. Mais le morceau de fuselage retrouvé est en fait la porte cargo arrière, comme une répétition de l'accident de Windsor.
Une question hante Miller. Pourquoi le problème n'a-t-il pas été réglé? Quand il a vu la porte, quand il a compris que le problème n'avait pas été corrigé, il est devenu très en colère. Miller fait alors une chose étonnante. Alors que l'enquête officielle ne fait que débuter, il donne un tuyau au journaliste Paul Eddy. Je lui ai demandé s'il avait un début d'explication et il a dit « Oui, à votre place, j'irai à Windsor, au Canada. » Bonjour, je suis Chuck Miller. Miller fait part de ses doutes aux enquêteurs français. Regardez ces photos. Elles ont été prises le 12 juin 1972, juste après l'accident. On a réclamé le rapport sur l'accident de Windsor et nos collègues américains nous ont fourni spontanément un tas d'informations. Un avion d'une compagnie américaine qui allait de Détroit à Buffalo a perdu une porte de soute. Il a été très franc et nous a dit ce qu'il pensait de l'accident de Windsor. L'enquête sur l'accident du vol American Airlines aurait-elle manqué quelque chose? Y avait-il un autre problème sur l'appareil McDonnell Douglas? Fort des renseignements fournis par Chuck Miller, les enquêteurs français examinent la porte de la soute et font une découverte choquante. Il n'y a pas de nouveau problème. C'est le même que lors de l'accident du vol American Airlines. Les crochets censés bloquer la porte de la soute n'étaient pas verrouillés. Et comme 2 rangées de sièges ont été éjectés de l'appareil, il est clair que le plancher de la cabine s'est également affaissé. On va percuter le sol. Redressez-le. Il répond pas. D'après les enregistreurs de vol, l'équipage turc avait encore moins de contrôle sur l'appareil que l'équipage américain du vol 96. On doit descendre pour atterrir. Je pense que ça va marcher. Au-dessus de Windsor, Bryce McCormick a réussi à maintenir l'avion en vol et à le poser. Mais à Paris, tous les circuits hydrauliques sont détruits. Circuit hydraulique. Hors service. Le fluide hydraulique permet d'actionner les gouvernes de direction et de profondeur. Privé de cela, l'équipage ne peut pas maintenir l'avion en vol. Le problème, c'est que ce vol était plus lourd, étant donné le nombre de passagers. Le plancher s'est violemment affaissé et a sectionné les câbles de commande à l'arrière de l'appareil. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. Peu après l'accident du vol 981 de la Turkish Airlines, Chuck Miller est de retour aux États-Unis. Notre premier témoin ce matin est M. Miller, directeur de la sécurité aéronautique du NTSB. Il doit répondre aux questions de sénateurs américains. Quand avez-vous eu connaissance d'un défaut de conception? Une audition spéciale tente de déterminer pourquoi un avion s'est écrasé à cause d'un problème identifié 2 ans plus tôt. Nous pensions que cela avait été fait. La question est, pourquoi le défaut n'a-t-il pas été corrigé? Pourquoi une grande compagnie américaine ferait délibérément une telle chose? Moins d'1 mois après l'accident de Windsor, le NTSB fait 2 recommandations spécifiques.
Miller et ses hommes recommandent que le mécanisme de verrouillage soit modifié, afin qu'un bagagiste ne puisse pas abaisser le levier si les broches de sécurité ne sont pas en place. Ils suggèrent également l'ajout de systèmes d'aération dans les planchers des DC-10. Cela permettrait à l'air pressurisé de la cabine de se stabiliser sans que le plancher ne s'effondre. Mais 2 ans après le premier accident, aucune de ces recommandations n'a été mise en place. Il y a un problème fondamental en matière de sécurité aéronautique aux États-Unis. Le NTSB est censé découvrir ce qui s'est passé et proposer des recommandations pour éviter que cela ne se reproduise. Mais il n'a aucune autorité pour les faire appliquer. Le NTSB n'a pas d'autorité de réglementation. Il dit simplement à la FAA, nous recommandons ceci. Le problème est venu de là. Si la FAA, l'aviation civile américaine, émet une directive de navigabilité, les appareils restent bloqués au sol tant que le problème n'est pas réglé. Mais malgré la gravité du problème sur le DC-10, aucune consigne n'est émise, du fait d'un gentleman's agreement passé entre le directeur de la FAA et celui de McDonnell Douglas. Ce gentleman's agreement est le facteur initial de l'accident. Si une directive de navigabilité avait bien été émise après l'accident de Windsor, l'accident d'Ermenonville n'aurait pas eu lieu. Ce drame aurait pu être évité. McDonnell Douglas avait promis à la FAA de régler le problème. Une directive de navigabilité aurait nui à l'image du tout nouveau DC-10. Ils ne veulent pas que les passagers ou la compagnie aérienne qui opère ces appareils se disent « Tiens, il y a peut-être un défaut sur cet avion ». Une directive qui oblige à revoir la conception de l'appareil est catastrophique pour un constructeur. McDonnell Douglas apporte pourtant quelques modifications à la porte. Un hublot est découpé au bas de la porte pour permettre aux bagagistes de vérifier si les broches sont en place. Des instructions sont placardées sur la porte de l'avion. Le constructeur du DC-10 ne s'arrête pas là. Il rallonge les broches de sécurité et rajoute un palier à l'intérieur de la porte pour empêcher le levier de fonctionner si la porte n'est pas correctement verrouillée. Mais chacune de ces modifications a ses limites. C'est tout. Vous êtes fini. Bien, j'ai la fin. De nombreux bagagistes ignorent à quoi sert ce hublot. Quant aux bagagistes à Paris, ils parlent 3 langues, mais pas l'anglais, seule langue dans laquelle sont rédigées les instructions. Le palier supplémentaire prévu pour la porte n'a pas été installé sur l'appareil en question. Des documents confirmant la réalisation des travaux sont découverts. Pourtant, aucune modification n'a été effectuée. Le problème, une fois de plus, c'est qu'aucun inspecteur indépendant de la FAA n'est venu homologuer les travaux, puisqu'aucune directive de navigabilité n'avait été émise. Après le crash de la Turkish Airlines, de nombreuses plaintes sont déposées en Californie. L'histoire tragique du DC-10 réserve une autre surprise au public. En 1974, McDonnell Douglas croule sous les poursuites en justice. Les familles des victimes d'Ermenonville veulent un responsable. Petit à petit, j'ai découvert ce qui s'était passé. J'ai compris que ce n'était pas simplement un accident. Ça aurait pu être évité. Je voulais que ces gens soient tenus pour responsables. Dans les semaines qui précèdent le procès, des avocats chargés de l'affaire ont accès à l'histoire du développement du DC-10.
Comme eux, le journaliste Paul Eddy se plonge dans les pièces à conviction. On était résolu à lire ces documents et ces témoignages. On a obtenu la clé de l'endroit où ils étaient conservés et la nuit, on épluchait cette énorme pile de papier pour comprendre ce que les responsables avaient fait. Parmi ces documents, Paul Eddy fait une découverte incroyable. Un mémo écrit par Don Applegate, le chef de produit de Convair, le sous-traitant qui a construit la porte de soute pour McDonnell Douglas. On a su qu'on les tenait quand on a trouvé le mémo dans lequel Applegate les avisait du danger. Le mémo critique les portes des soutes du DC-10 et le manque d'aération dans le plancher de la cabine. Il annonce qu'un drame risque de se produire à cause de ces portes. L'appareil a démontré une défaillance intrinsèque pouvant causer des dommages catastrophiques lorsqu'il a été soumis à des tests de décompression explosive de la soute. Le mémo, écrit quelques semaines après l'accident de Windsor, recommande que des modifications soient immédiatement apportées aux portes de soute. On savait qu'on les tenait puisqu'ils étaient au courant. Le procès donne lieu à une révélation inattendue. McDonnell Douglas était au courant du problème dès la phase de développement du DC-10. Quatre ans avant l'accident d'Ermenonville, 2 ans avant l'accident de Windsor, la porte de la soute avait cédé durant un essai de pressurisation. Mais la conception de la porte n'avait pas été réétudiée. Je n'arrivais pas à croire qu'une grande compagnie de l'époque comme McDonnell Douglas puisse mettre en danger nos vies, la vie de gens ordinaires, juste pour une question d'argent. Dans notre jargon, on appelle ça la technologie de la tombe. Autrement dit, l'argent joue un grand rôle. Et malheureusement, au fil des années, on a souvent attendu que des vies soient perdues pour dire « il va vraiment falloir dépenser de l'argent pour régler ce problème ». Le mémo d'Applegate et d'autres révélations faites au cours du procès conduisent à la plus lourde condamnation de l'histoire de l'aviation. McDonnell Douglas est condamné à payer plus de 80 millions de dollars de dommages et intérêts. Après l'accident d'Ermenonville, des modifications sont enfin réalisées sur les portes des soutes des DC-10. Cette fois, rien n'est laissé au hasard. La FAA émet une directive de navigabilité pour que jamais plus une porte ne s'ouvre en plein vol. Et cela porte ses fruits. Aucun autre accident grave n'impliquera la porte de soute d'un DC-10. Mais le passé de cet appareil et la concurrence entre constructeurs ne sont pas sans incidence. McDonnell Douglas vend beaucoup moins de DC-10 qu'il ne l'espérait. La plupart des pilotes que je connais qui ont piloté des DC-10 adorent cet appareil. Il est probablement plus difficile à contrôler qu'un 747, mais il est agréable à piloter. C'est sûr que l'accident a terriblement dégradé la réputation aussi bien de l'appareil que du constructeur. La compagnie McDonnell Douglas finit par disparaître, rachetée en 1996 par Boeing. En forêt d'Ermenonville se dresse un monument à la mémoire des victimes du vol 981. Il nous rappelle l'une des catastrophes les plus marquantes
de l'histoire de l'aviation. On n'oublie jamais. J'ai poursuivi ma route durant ces 30 et quelques années, mais je n'ai jamais oublié. On parle encore d'un accident, mais ce n'en était pas un.